Bonjour à tous, je suis Alexis, un des cofondateurs de Contournement. Bienvenue dans notre podcast dédié aux technologies no-code. Alors dans cet épisode, on va s'attaquer au sujet de l'automatisation. Et pour ça, on a invité un expert, Thomas Jeannot, le fondateur de l'agence Essentiel.io. Alors on va parler beaucoup de Zapier évidemment, un des outils phares quand on parle d'automatisation. C'est un outil que Thomas maîtrise particulièrement puisque c'est un des deux seuls experts certifiés en France. On va donc parler de ses activités, les services qu'il propose à ses clients, son utilisation de Zapier évidemment, et puis des conseils pour bien débuter dans l'automatisation. N'hésitez pas à consulter les notes de l'épisode pour trouver des liens vers du contenu qui pourra vous aider à bien comprendre aussi tout ce dont on va parler. Voilà, c'est un épisode assez long, mais vous allez apprendre beaucoup de choses. Allez, c'est parti, j'envoie l'épisode. Salut Thomas. Bonjour Alexis. Merci de prendre le temps de répondre à nos questions pour ce podcast, pour ce nouvel épisode qu'on va focaliser un petit peu sur l'automatisation, puisque c'est une des choses que tu maîtrises bien, entre autres choses, dans ta palette de skills. Avant de commencer, de rentrer vraiment dans le vif du sujet, ce que je te propose, c'est que tu te présentes, que tu dises un petit peu aux auditeurs qui tu es, pourquoi tu es là. Ok, très bien. Donc, moi, je m'appelle Thomas Jeannot. J'ai fondé une agence qui s'appelle Essentiel, où je vends de l'automatisation de process aux entreprises. Donc, j'aide les entreprises à automatiser leurs processus en interne, après avoir travaillé avec elles sur leurs problématiques et là où il y a de la valeur à apporter. Et parfois, je les forme aussi sur les nouveaux outils digitaux. Et en fait, une grande partie de ce que je fais, j'utilise des outils no-code, donc typiquement Zapier et Airtable. Pour ceux qui connaissent, voilà, c'est simplement de la configuration Airtable et de la configuration Zapier pour des entreprises. Et en fait, parfois, je fais du sur-mesure avec un petit peu de code pour répondre à des problématiques très très spécifiques et très métiers en fait, en fonction des boîtes. Voilà. Mais alors, à la base, qu'est-ce que tu as fait un peu comme étude, juste ton parcours un peu pour savoir mon parcours. Bon, moi j'ai un parcours un peu particulier parce que j'ai arrêté les études en fait à 19 ans. J'ai fait un an de prépa pour une école d'ingé. Ça m'a pas plu. J'ai tenté la fac d'info. Ça m'a encore moins plu. J'y suis resté 3 mois et après je suis parti. Et en fait, j'ai appris à coder en ligne sur Open Classroom, donc en autodidacte complet. Donc de base j'ai plus une formation de développeur en fait et du coup jusqu'à aujourd'hui j'ai toujours switché entre projets entrepreneuriaux où moi j'avais plus le profil tech et du développement web freelance en fait tout simplement pour gagner ma vie jusqu'à ce que je lance Essentiel où là j'ai pu trouver un créneau très intéressant sur lequel j'ai plutôt de bonnes compétences donc ça marche très bien. Mais du coup voilà, donc avant j'avais dans différents autres projets entrepreneuriaux. J'ai tenté de monter 4 startups il y en a 2 qui existent toujours, il y en a 2 autres qui se sont arrêtés parce que ça n'a pas marché. Et voilà, mais Essentiel, c'est mon 5e projet du coup entrepreneurial. Ok, donc c'est celui dans lequel tu mets à profit un peu tous les skills que tu as appris là dans ces dernières années. Complètement. En fait, les projets sur lesquels j'ai bossé, ils mixaient toujours 2 choses, à la fois la technologie et l'éducation. Et donc, en termes de noms qui existent encore aujourd'hui, il y a Aini et Coding Days, et c'est deux projets où à chaque fois on essayait soit de travailler sur la tech, d'enseigner la tech pour Coding Days en question, soit d'enseigner les langues sur Aini mais avec une plateforme tech refaite et ainsi de suite. Et moi, c'est 2 domaines qui m'ont énormément intéressé, la technologie, l'automatisation qui est arrivée un petit peu après et l'éducation. Et en fait, là, je me rends compte que je me débrouille plutôt bien en technologie. Il y a beaucoup de personnes qui ont envie de monter en compétences, pas forcément sur du code, mais juste sur de la maîtrise d'outils, en fait. Et du coup, on est venu me chercher sur ces compétences-là, et c'est ce qui, moi, m'a permis de commencer à lancer cette nouvelle agence. Ok, super. Alors, si tu veux nous parler justement un petit peu de tes activités, et rentrer un petit peu plus dans le détail peut-être de l'automatisation, donner peut-être des exemples un petit peu de projets sur lesquels tu travailles. Ouais, bien sûr. En gros, la plupart des clients que j'ai aujourd'hui ont plus des profils de start-up et il y en a qui veulent en fait, quand c'est une boîte de service, il n'y a pas de dimension tech, c'est-à-dire que pour elles, c'est pas forcément un enjeu d'avoir un CTO, d'avoir des devs qui vont travailler en interne. Du coup, elles essayent de tout faire à la main. Et donc pour ça, elles utilisent des outils actuels qui existent sur le marché. Et les boîtes avec qui je travaille ont découvert des outils comme Airtable pour gérer ta base de données de manière plus visuelle et plus agréable qu'un Excel. Et Zapier, qui permet d'automatiser du coup les processus.
et les connexions entre les différents outils. Et en fait, elles sentent qu'il y a un grand potentiel, mais qu'elles sont assez vite limitées dans l'usage qu'elles peuvent en faire au quotidien. Et en fait, ce sont des boîtes qui n'ont pas, qu'ont pas besoin forcément d'avoir un produit à vendre, mais elles font du service et elles ont besoin d'avoir des bons process en interne. Donc elles ont besoin de créer en fait leur propre produit interne, si tu veux, et donc d'automatiser leur propre process. Et c'est typiquement le type de profil avec lequel je travaille. Et donc là, la plupart des clients avec lesquels je bosse, ils utilisent en grande partie justement Airtable Zapier. Et c'est comment est-ce que tu vas construire un outil interne en fait qui répond aux besoins métiers de la boîte. Et donc c'est passionnant parce que c'est beaucoup de sur-mesure et de personnalisé, parce que chaque boîte a ses propres problématiques, qui est liée à sa culture, qui est liée à son business, qui est liée au type de personnes qui travaillent à l'intérieur. Et donc tu as un travail de compréhension des problématiques, des enjeux, et après tu dois être en capacité toi de traduire ça par des solutions techniques, mais qui sont pas complexes en fait, qui en général que tes clients peuvent reprendre et peuvent faire évoluer. Et donc c'est ce que je fais notamment avec Zapier et Airtable. Et quand de temps en temps j'arrive sur des projets où ils veulent quelque chose de très sur mesure, qui par exemple des automatisations qui peuvent faire des choses très spécifiques. Je me souviens. Un exemple. Ouais, bah mon premier client, c'était une des missions au final qui était assez poussée avec le recul. C'était un site de e-commerce sur PrestaShop. Et donc ils vendent de la nourriture en ligne, et en gros c'est du dropshipping assez classique, et l'inconvénient en fait de PrestaShop, c'est que quand tu veux récupérer en fait l'ensemble des commandes qui ont été passées, tu les récupères sous un format particulier. Et eux, ce client-là, il travaille avec un prestataire qui lui est chargé en fait de livrer justement la nourriture en fonction des commandes, sauf que le prestataire il veut qu'on lui envoie les commandes sous un format particulier. Et donc en fait, ce qu'il faisait, c'est qu'à chaque fois qu'il récupérait les commandes sur PrestaShop, il passait des heures par jour à retraduire les commandes PrestaShop à la main, au format au format du prestataire. Et donc en fait, c'était juste on avait un Excel sous un certain format, on doit le transformer dans un autre Excel sous un autre format en fait. Donc c'est très con, c'est très chiant, mais c'est du copier-coller, et c'est ok, on réadapte et tout, et ensuite on envoie au prestataire. Donc et en fait, ils faisaient ça depuis longtemps, et ils sont arrivés. Donc c'est un pote à moi qui me les a introduits, et ouais, la problématique c'était ok, comment est-ce qu'on peut arrêter de faire ça parce que ça nous fait perdre un temps fou et il y a aucune valeur ajoutée. Et donc en fait, ce que je leur ai mis en place, donc c'est une automatisation via Zapier qui pour le coup est quand même pas mal poussée, qui va récupérer en fait justement toutes les données sur PrestaShop, et qui va les retravailler, les convertir dans un nouveau format. Et du coup, la commande du prestataire au format du prestataire dont eux ils ont besoin, et ben en fait ils la reçoivent directement par mail. Donc en gros, l'automatisation que j'ai mis en place, c'est aujourd'hui ils vont sur leur site web PrestaShop, ils vont sur une commande, ils cliquent sur un bouton, et boum, 1 minute plus tard, ils reçoivent par mail le format de cette commande au bon format en fait du prestataire. Et donc ils ont juste à faire ça pour toutes les commandes. Je crois même que j'ai fait un système qui permet de récupérer une liste de commandes en même temps. Et hop, et en fait là où avant ils passaient 1 à 2 heures par jour à retravailler les commandes à la main, là ils ont juste à faire un clic, à sélectionner en fait les commandes dans lesquelles ils veulent les formules au beau format, et hop, ils les envoient au prestataire. Donc ça, limite maintenant, ils me disent, on n'a plus rien à faire en fait, parce que c'est ça le plus gros de notre taf. Donc ils étaient très contents. C'est du temps qu'ils peuvent passer à faire autre chose, peut-être qu'il y a plus de valeur pour leur projet, quoi. Ah, complètement. Là, ils peuvent passer du temps sur la communication, le marketing, des choses qui vont apporter encore plus de clients chez eux. Et ouais, pas faire ce type de tâches où en fait, tu pourrais potentiellement recruter un stagiaire à qui tu le délègues. Mais bon, c'est pas très valorisant comme tâche à faire pour le stagiaire, et le stagiaire aussi potentiellement il a un coût. Alors que là, le coût Zapier il est très minime par rapport au gain de temps qui est apporté. Ok, peut-être qu'on pourra creuser après un petit peu justement Zapier et ton usage de Zapier aussi, qui est un usage assez avancé. Donc ouais, ça nous permettra complètement d'aller voir vraiment toutes les possibilités. En fait, je voulais juste revenir sur un point qui m'intéressait quand tu parlais de tes clients. Parce que tu vois, la question que je me pose, c'est à quel point les PME, les gens un peu, qui sont
éloignés du numérique, entre guillemets, enfin, c'est pas très sympa de dire ça, mais sont Non, mais au ouais, courant qui en fait que connaissent tout pas. ça existe, tu vois. Enfin, moi, on le voit, on sait que les gens ils font des tâches hyper répétitives. Ouais, mais, complètement. Bah, ceux qui sont... en fait, en général, quand tu travailles dans une boîte qui est un peu baignée dans la tech ou justement dans ce domaine, dans ce monde des startups, principalement sur Paris, c'est des outils que tu commences de plus en plus à connaître. Par contre, c'est vrai que quand t'es pas dans un secteur de métier qui est tech, tu les connais pas du tout en fait et donc moi je sais que j'ai un travail de vulgarisation et de pédagogie aussi qui est de en fait ce que vous faites, sachez qu'aujourd'hui il y a des outils qui vous permettent de le faire plus facilement et qui sont pas compliqués à prendre en main, qui nécessitent pas de faire 3 mois de formation pour les maîtriser. Justement, alors venons-en aux outils un peu, parlons-en un peu plus en détail. Explique-nous un petit peu voilà, ce que tu apportes avec Zapier, avec Airtable, vraiment de manière très concrète pour que les gens comprennent, s'ils se reconnaissent un petit peu dans de manière très concrète, qu'est-ce que je pourrais prendre comme exemple ? En fait, en général, déjà, il y a une problématique qu'on demande d'automatiser assez souvent dans les boîtes. Et c'est normal parce que c'est récurrent dans toutes les boîtes. C'est tout simplement la partie facturation et comptabilité. Et c'est comment tu gères ton admin. Et typiquement, j'ai une autre boîte cliente où c'était 2 filles qui ont monté un site de e-commerce aussi, qui était monté avec Webflow pour le coup, donc il y a un autre outil no-code pour développer des sites web. Et en fait, donc elles ont tout un site de e-commerce sur Webflow, sauf que toutes les factures qu'elles devaient réaliser, qui étaient passées à la main sur Webflow, en fait, elles rédigeaient tout à la main, et donc elles ont commencé à discuter avec certains de leurs potes qui sont devs, donc qui leur ont fait des petits scripts pour faciliter justement la création de factures. Mais il y avait toujours un travail à la main qui était à faire, et si tu te plantais, il fallait tout reprendre, et elles n'avaient pas la flexibilité sur le process en fait. Et donc on a travaillé ensemble pour que, avec Zapier et Airtable, je puisse leur construire à la fois un dashboard qui leur permettait à elles de gérer en fait toutes leurs commandes. Donc l'état des commandes, l'état des factures, si c'est envoyé, et ainsi de suite. Et du coup, qui derrière faisait un parallèle avec la gestion des stocks. Donc ça, c'est un sujet qui est super important quand tu fais du e-commerce, c'est la gestion des stocks par rapport à ce qui a été vendu, combien est-ce que toi tu vas devoir recommander demain. Donc il faut anticiper et ainsi de suite. Et en fait, il faut avoir une visibilité très claire sur où en est mon business aujourd'hui et qu'est-ce que je dois faire comme action pour qu'il puisse continuer à tourner. Et aujourd'hui, elle faisait tout sur Excel et c'était une tannée. Et donc en fait, j'ai tout basculé directement sur Airtable. Donc Airtable qui permet de représenter de manière beaucoup plus visuelle déjà un petit peu toutes les données qui sont réparties. Airtable, ça ressemble grosso modo comme un Excel. Donc c'est pareil avec des grilles, des colonnes. On retrouve des formules aussi pour faire des calculs. C'est juste que c'est bien plus agréable à utiliser au quotidien. Donc si Excel c'est ton outil de travail au quotidien, en général ça te fait du bien de passer à un outil comme sur Airtable. Et après ils ont tout un système de dashboard où tu peux vraiment résumer de la donnée. Donc Excel le fait aussi, mais Airtable à la limite il y a moins de fonctionnalités, mais les fonctionnalités qu'ils ont sont très bien faites et en général t'as pas besoin de plus que ça en fait. Ouais, ce que je dirais aussi c'est que Airtable étant un outil de cette nouvelle génération no-code aussi s'interface extrêmement bien avec Zapier par exemple. Complètement. Et donc tu vas pouvoir travailler sur les données de ton tableau de manière très intéressante quoi. C'est ça, et c'est là où moi j'ai utilisé ensuite Zapier pour faire la connexion. Donc c'est la deuxième chose que j'ai pu leur apporter pour faire la connexion avec leur site de e-commerce, donc Webflow. Donc là l'idée c'était de dire ok, tout ce qui est commandé sur notre site de e-commerce Webflow, on veut avoir toutes les commandes en fait sur Airtable et du coup détailler aussi les commandes pour savoir qu'est-ce qui a été vendu en termes de produits pour faire un parallèle avec les stocks et du coup ensuite gérer tout leur admin avec les stocks. Et donc j'ai mis en place toute une automatisation Zapier qui non seulement va récupérer ce qui a été vendu à chaque fois qu'il y a une commande, va le mettre dans Airtable, mais surtout, et c'est là où c'était prioritaire pour elle, va créer automatiquement en fait la facture en fonction de la commande qui est passée sur Webflow.
Et ce qui est beau aussi avec Airtable, c'est que là, pour le coup, Airtable comparé à Excel, on peut stocker des documents directement dans Airtable, ce que Excel ne fait pas. Et donc, du coup, je leur ai fait un dashboard sur Airtable où elles ont la liste de toutes leurs commandes directement avec la facture liée, le document qui a été généré automatiquement et qui a été généré du coup grâce à Zapier. Donc, on a une automatisation assez longue, assez complexe, mais qui est mise en place, mais qui leur permet à la fois de laisser en fait la création de factures de manière totalement automatique et d'avoir en permanence à jour l'état des commandes et donc de tous les produits vendus et donc de pouvoir faire facilement un parallèle avec les stocks. Alors justement, pour que les gens se représentent un peu, s'il y a des gens qui connaissent pas du tout Zapier, justement cette chaîne d'automatisation, comment elle se passe un petit peu? Qu'est-ce qu'il y a au début? Qu'est-ce qu'il y a... En fait, Zapier, ils ont créé une interface qui te permet d'aligner différentes actions à réaliser, donc des actions automatisées pour réaliser une tâche. Et en gros, ce que elle faisait à la main, qui était ok, il y a une nouvelle commande sur notre site de e-commerce, on va sur notre site de e-commerce, on regarde la commande, on regarde ce qui a été passé. En fonction de ça, on va récupérer le client, on va essayer de créer un document à la main dans lequel on va remplir les informations. En plus de ça, c'est la liste des produits qui ont été vendus, on doit les mettre dans notre outil de gestion de stock, on doit faire un parallèle avec les stocks. Enfin, c'est à la main, c'est une tannée. Et non seulement c'est quelque chose, ce sont des tâches qui n'ont pas de valeur ajoutée, donc qui sont rébarbatives, mais en plus de ça, l'autre grosse problématique, c'est que comme c'est des choses que tu fais à la main, il y a le risque de l'erreur humaine en fait, tout simplement. Et sur un truc où tu gères de la facture, de la comptabilité et sur de la gestion de stock, si jamais tu fais des duplicata ou ainsi de suite, tu peux faire ensuite de mauvaises commandes pour ta gestion des stocks. Donc l'avantage de l'automatisation, au-delà de gagner du temps très simplement, c'est surtout ça élimine complètement le pourcentage d'erreurs humaines. Et donc sur des process comme de la gestion de facturation, il y a un énorme avantage. Et donc ensuite, pour revenir du coup sur le système de fonctionnement de Zapier, en gros tu vas avoir une simple interface où tu vas avoir une chaîne de blocs, et donc ça peut être jusqu'à... En commençant par le déclencheur. Exactement, voilà, donc t'as une première étape qui est un peu, en anglais on appelle ça le trigger, qui est donc le déclencheur du coup en français, et en gros c'est là où tu vas décider à partir de quel moment tu vas lancer toute une suite d'actions en fait. Là, pour rester sur cet exemple, c'est le déclencheur, c'était quand quelqu'un passe une commande sur Webflow, sur le site de e-commerce, boum, on va lancer toute une liste d'actions qui vont créer une nouvelle facture, ensuite enregistrer la facture dans Airtable, ensuite enregistrer les données dans Airtable, et ainsi de suite. Au niveau de Zapier, qu'est-ce que tu vois, toi, comme point fort vraiment à cet outil, et peut-être par rapport aux autres, et déjà, on citait un peu les alternatives, parce que là, on a parlé beaucoup de ça, effectivement. Complètement. Je pense le porte-étendard de l'automatisation. Zapier, après, moi, je suis complètement biaisé, parce que pour le coup, j'ai passé la validation Zapier Expert en juillet dernier. Donc, en fait, j'ai accès à un espace sur Zapier où je peux facilement gérer le compte de mes clients et proposer à mes clients, en fait, les comptes pro Zapier, c'est-à-dire avec toute la liste de fonctionnalités classiques, sans avoir à payer un team super cher, donc en restant dans des prix relativement bas. Du coup, forcément, j'ai décidé d'avoir l'expertise et d'avoir tout mon parti pris dessus. Après, j'ai toujours fait de la veille sur les autres outils qui existent. Il y a un bon concurrent à Zapier qui commence à pas mal sortir aussi, qui s'appelle Integromate. Qui permet de faire l'équivalent de ce que fait Zapier, mais qui est techniquement un peu plus poussé, qui permet de, par exemple, ça va pas parler aux personnes qui ne sont pas tech, mais qui permettent de faire des boucles en fait sur des suites d'actions, des suites de données, ce que Zapier peut faire, mais il faut creuser un peu. Donc t'as Integromate, t'as Parabola aussi qui permet de faire pas mal ce que fait Zapier. En fait, je dirais que typiquement comme outil d'automatisation, Zapier, parmi tout ce qui existe, ça reste quand même le plus simple. C'est-à-dire, c'est vraiment, tu te prends pas la tête, c'est très cadré, t'as un déclencheur, tu décides à partir de quand tu veux que ton automatisation se lance, et après tu fais des étapes, et t'en fais une par une, et t'as pas la possibilité d'avoir un arbre, entre guillemets, de conditions. Et donc, parfois, ça peut être bloquant. Et en fait, moi, je trouve que c'est pas plus mal, parce que ça te force à mieux penser ton processus pour que, justement, tu fasses le minimum sur Zapier, en fait, et que tu
t'essayes d'avoir une logique très simple, vraiment, vraiment essentielle pour le coup. Là où effectivement Integromat et Parabola, tu peux partir dans des automatisations plus complexes avec différents arbres d'actions en fonction de certains déclencheurs, certains types de données. Moi, là où je vois comparé à ces outils, la plus grande force de Zapier, c'est déjà le côté pédagogique. C'est-à-dire que à Zapier, ils ont changé leur mission cet été. Et là où avant, c'était aider tout le monde à être plus productif au quotidien, maintenant, c'est rendre l'automatisation universelle. Et donc, en fait, c'est investir beaucoup plus dans la pédagogie. C'est-à-dire, OK, qu'est-ce que c'est qu'un outil d'automatisation ? Comment tu peux apprendre à le maîtriser pour pouvoir le faire évoluer. Donc en fait, même pour moi, enseigner de l'automatisation, c'est plus clairement Zapier sera une brique plus simple à prendre en main qu'Integromat ou Parabola, où ça reste des outils où il faut quand même être très 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 logique. Tu peux faire la même chose que sur Zapier, mais tu peux aller un petit peu plus loin. Et en fait, moi, là où je trouve aussi où Zapier a une force, c'est que ce que proposent Parabola et Integromat, qui n'est pas directement intégré sur Zapier, bah pour le coup, quand tu es développeur, t'es quand même en capacité de créer les mêmes logiques et les mêmes processus directement dans Zapier. Et c'est pour moi ce qui fait vraiment la force de l'outil, c'est que à la fois ils se sont dit ok, on va proposer un outil pour les personnes qui sont pas du tout tech, qui savent pas coder, pour leur permettre d'automatiser les tâches. Donc on va faire des tutos, on va faire des vidéos, on va leur expliquer comment l'utiliser. On a un éditeur relativement simple. Et à côté, pour les personnes qui veulent aller plus loin, bah en fait on propose des briques qui permettent de mettre des petits bouts de code, par exemple. Ça paraît rien, mais sur certaines automatisations, en fait, ça peut faire toute la différence. Et par exemple, je vois des réalisations d'automatisation sur Integromat ou Parabola, où il y a des personnes qui font des arbres de complexité qui partent dans tous les sens parce qu'ils font 36 000 transformations de données, du coup, qui est fonctionnel et qui est très bien, mais qui rend un schéma un peu complexe. Et en fait, si le cas d'usage, c'est OK, on veut juste avoir un truc fonctionnel et on veut pas forcément... c'est pas quelque chose qui va forcément évoluer. Moi qui est dev pour le coup, ça me paraît plus simple pour le coup de passer par du code plutôt que de réutiliser un autre outil qui va réinterpréter chaque fonction que toi en fait tu pourrais faire sur une ligne. Donc ça dépend beaucoup des cas d'usage et des problématiques, mais c'est vrai que là où c'est des outils qui vont te faire payer à l'usage, donc en fonction du nombre de tâches que tu auras utilisées, forcément plus tu vas avoir un process long, plus ça va être coûteux. Donc plus tu vas avoir une logique automatisée complexe sur Integromat, plus ça va te coûter cher derrière en tâche, surtout si c'est utilisé régulièrement. Là où l'avantage par rapport à Zapier, c'est que si tu mets une brique de code, après je dis ça, peut-être que Integromat a aussi une brique de code, donc au final c'est sûrement possible aussi chez eux, enfin, pour le coup d'ailleurs ça m'étonnerait qu'ils aient pas encore ça. Mais ce qui est relativement cool quand tu es en capacité de rajouter un petit script de code, c'est que du coup, là où sur Zapier ou Integromat, tu prendrais 10 actions pour traiter en fait du texte ou de la donnée, tu vois, pour le transformer, pour récupérer un texte dans un message ou des choses comme ça, en fait, ça te prend que 1 à 2 tâches. Et donc, l'avantage de ça, c'est que même sur un outil Zapier, tu as une réduction de coût qui est incroyable. Et donc tu peux automatiser des process relativement complexes, mais tout en pour un coût sur le long terme qui est pas exorbitant non plus. Mais je pense que Parabola et Integromat, je pense, ça me surprendrait beaucoup encore une fois qu'ils proposent pas la même chose que Zapier par rapport à ça. Donc c'est vrai qu'après la différence, au final, c'est vraiment avec quel outil t'es le plus à l'aise. Moi, j'ai fait mon parti pris sur Zapier parce que c'est le premier. Enfin, ils se sont lancés en 2012 et c'est le plus utilisé aujourd'hui dans ce secteur-là. Et ça a été prouvé que ça marche très bien en entreprise, c'est super robuste comme outil tout, donc pour moi c'est le plus professionnel en fait. Effectivement les autres ils ont d'autres fonctionnalités qui permettent d'aller plus loin dans des process, à voir après effectivement s'il y a quelqu'un qui commence à travailler sur Integromat et Parabola au lieu de Zapier, en vrai il arrivera à faire tant qu'il arrive à automatiser ses process, c'est ça l'objectif. Après peu importe l'outil que tu utilises finalement. Ouais, non, je suis assez d'accord. Moi j'apporterais 2 nuances par rapport à ce que tu dis. Enfin, il y a une première chose, effectivement, tu te places un peu du point de vue de développeur. Donc ça, c'est un skills en plus, effectivement, que tout le monde n'a pas, mais que tu peux, qui
te double encore ton expérience de Zapier, quoi. Mais je trouve que Zapier, c'est un outil que j'aime beaucoup parce que je suis d'accord avec toi, c'est le plus facile à prendre en main, c'est le plus pédagogique. Exactement. Cette arborescence, qui n'est justement pas une arborescence, mais une suite d'actions. Voilà. Qui est, alors même si on peut, il y a une option pour faire des passes, il y a un système de passes, mais il est très limité. Puis je pense que c'est pas vraiment forcément l'objet. Mais surtout, le point fort de Zapier aussi, je trouve, c'est le nombre d'intégrations, c'est-à-dire le nombre d'applications que tu peux connecter là-dedans. Je trouve qu'il est très impressionnant. Eux, ils annoncent 1500. Complètement. Oui, effectivement. Obscurs, c'est sûr. Mais ça, je trouve que c'est intéressant. Alors, du coup, Integromat en a moins, je pense qu'ils disent 1000 à peu près. Parabola, on a derrière. C'est normal, c'est les concurrents. Exactement. Ils ont il y a des pricing après qui sont différents. Après, on va pas forcément rentrer dans les détails. Rentrer là-dedans, mais ils ont des partis pris différents. Après, Parabola, finalement, moi, je le mettrais pas forcément dans cette catégorie-là. Dans cette catégorie-là, dans le sens où ils ont beaucoup moins d'intégration. Après, ils sont beaucoup plus récents aussi, pour le coup, mais ils en ont très très peu. Par contre, ils sont, je pense, c'est plus facile de manipuler les données que dans Zapier ou dans Integromat. Ça c'est sûr. Et du coup, ça compense un petit peu ce que tu disais, où c'est vrai que quand tu maîtrises du code, faire du formatage de tableaux, de choses comme ça va très vite. Sans quoi, sinon, c'est pas vraiment évident. Complètement. Et Parabola, je pense qu'ils ont pris ce parti pris. Il y a des options pour manipuler les colonnes, manipuler les lignes, filtrer, faire des opérations. Et ça, c'est assez intéressant, quoi. C'est en fait de ce que j'ai cru, de ce que du peu que j'ai pu voir sur Parabola, j'ai vraiment l'impression qu'ils ont refait. Presque développer un nouveau langage, tu vois. C'est-à-dire, on a refait une interface où chaque bloc qui permet de transformer une donnée sur Parabola. En vrai, par exemple, donc moi je suis développeur en JavaScript, et du coup, ce bloc-là, moi j'ai une fonction équivalente en JavaScript, tu vois. Et donc donc là, je comprends complètement la force de se dire, ok, je sais pas coder. Par contre, j'ai un esprit logique. J'ai un esprit logique qui me permet de penser un process et de l'écrire, mais je connais pas la syntaxe. Non, mais t'as tout à fait raison, parce que je pense que c'est vraiment ça l'idée. Et là, on rejoint un peu le concept global, no code, de programmation visuelle, quoi. Du code encore plus haut niveau. Là, on est vraiment dans du visuel avec des fonctions super précises. Ça, c'est assez intéressant. Mais bon, donc c'est vraiment, je pense que comme tu dis, le plus important, c'est que les gens testent un peu les outils et puis qu'ils voient ceux qui leur conviennent. Moi, je pense qu'il y en a un pour chaque. Il y a un bon outil pour chaque situation. Après, il faut trouver la bonne. Après, les trucs qui sont intéressants aussi, c'est que comme ils ont des pricing différents, il y a des choses qui sont payantes sur Zapier qui sont gratuites sur Integromat. Complètement, ouais. Après, il y a effectivement dans les deux cas, de toute façon, le paiement à la tâche. On a droit à un certain nombre de tâches, c'est normal. Plus on exécute d'opérations, plus eux aussi, ça leur coûte cher en capacité de serveur. C'est clair. Donc, c'est intéressant. J'avais une question par rapport à la certification Zapier. Justement, tu mentionnais que tu étais certifié. Je crois que vous êtes que 2 en France. La certification, au final, c'est plus une question business qu'une question compétence. C'est-à-dire que moi, je connais plein de personnes qui sont excellentes en Zapier, qui maîtrisent très très bien l'outil et qui pourraient facilement avoir la certification. Et en fait, je dirais que le vrai point bloquant pour avoir la certification, c'est plus une démarche de partenariat en fait avec Zapier, c'est-à-dire qu'eux ils veulent que pour passer de la certification tu dois avoir un business ou bosser dans une boîte où Zapier en fait est un peu cœur de métier si tu veux, parce qu'ils ont raison de faire ça. Zapier derrière ce que je fais moi, c'est j'apporte du client à Zapier, donc eux ils cherchent à avoir des experts reconnus qui vont mettre en avant, qui vont leur permettre d'apporter du business. Donc la certification, c'est clair que c'est bien d'un point de vue business, parce que t'as une crédibilité, tu as une légitimité. Et aujourd'hui, il y a une grosse partie des clients que j'ai qui viennent directement à partir du site Zapier, parce que je suis l'un des seuls référencés et mis en avant. Mais sinon, donc ça m'étonnerait pas que ça commence à apparaître de plus en plus. C'est intéressant. Juste par curiosité, est-ce que tu utilises des automatisations au quotidien, en fait, toi, dans ta vie, soit pro, soit perso, c'est une très bonne question. Alors, ça, c'est très intéressant parce que c'est quelque chose sur lequel je me penche en ce moment. C'est-à-dire que là, depuis que j'ai lancé Essentiel, j'ai eu la chance de ne pas avoir à faire de démarche commerciale parce que j'ai eu, par le bouche à oreille ou par la mise en avant via Zapier, toujours eu suffisamment de clients pour pouvoir avoir du travail en permanence. Et en fait, j'ai toujours pas pris le temps de moi-même me pencher sur mes propres process et mes propres automatisations
l'organisation. Donc je suis un peu, c'est comme c'est toujours les cordonniers qui sont les plus mal chaussés en fait, si tu veux. Donc même moi là, j'ai fait une pause sur les missions clientes sur le mois de décembre et aussi début janvier pour pouvoir tacler en fait ces problématiques là, et je vois très bien où je vais pouvoir automatiser énormément de choses d'un point de vue business sur ce que je fais au quotidien. Donc ça va me faire un bien fou. Ça va me permettre de lancer la deuxième version d'Essentiel d'ici un mois ou deux. Et alors, pour élargir un peu du coup la discussion par rapport au no-code, qu'est-ce que c'est toi les outils que tu utilises, et justement ceux qui s'intègrent bien avec Zapier, et un peu t'as cité Airtable évidemment qui est Voilà, bon, le duo gagnant clairement, donc c'est Zapier et Airtable. Ce que j'utilise beaucoup d'autres pour la gestion des mails, l'automatisation d'envoi de mails, pour des campagnes marketing, des choses comme ça, Mailjet, site web, Webflow du coup, parce que j'ai parfois des clients qui me demandent de refaire leur site web tout en automatisant en fait le contenu sur le site web. Donc là c'est gros projet de fusion sur Airtable, Zapier et pas Zoom et Webflow. Et il y a Zoom aussi du coup qui est un outil que j'utilise, qui est pas du no-code mais qui est vachement pratique pour de l'accompagnement. Tu l'utilises dans quel l'accompagnement. L'accompagnement avec tes clients, échanger avec eux. Oui, voilà, c'est-à-dire que en fait, il y a des clients où ils ont plus des besoins, des petits besoins au quotidien, et qui demandent une demi-heure de mon temps, tu vois, pour que je leur montre comment est-ce que tu mets ça en place, pour que je fasse à leur place, et ainsi de suite. Et Zoom, c'est génial parce que pendant que je leur présente comment résoudre leurs problématiques et je leur démontre comment le faire, Zoom, donc c'est un outil de vidéoconférence, exactement la même chose que Skype. Moi, ce que j'apprécie beaucoup, c'est que de 1, c'est un outil de très bonne qualité, et de 2, en fait, ça enregistre automatiquement la vidéo sur ton ordinateur. Ce qui fait qu'en fait, derrière, j'ai du contenu pédagogique que je peux partager à mon client. C'est-à-dire que quand mon client il va payer pour de l'accompagnement, c'est pas juste je vais donner 2-3 conseils, c'est qu'à chaque fois, le temps qu'on va passer ensemble, où moi je vais le guider, à lui donner des conseils, à construire un petit peu ses automatisations Zapier et Airtable pour lui montrer comment ça fonctionne, en fait, derrière, je lui renvoie aussi le support vidéo. Donc, il permet de repasser dessus en mode ah ok, Thomas il m'a expliqué, il a fait comme ça, je vais passer un peu de temps, j'ai essayé moi-même, et ainsi de suite. Et donc, tu as vraiment des cas d'usage où mon objectif, c'est de rendre ces personnes-là autonomes sur ces outils, parce que c'est ça l'objectif, c'est qu'au final, tu arrives à maîtriser toi-même ces softwares ou ces outils pour construire du software, pour en fait être en capacité de répondre toi-même à tes propres problèmes. Et sur Webflow, qu'est-ce que tu as utilisé comme automatisation ? Enfin, qu'est-ce que tu as fait Webflow, publication de contenu, par exemple, de blog post, où là tu utilises Airtable comme un peu un dashboard admin, en fait, si tu veux, où tu vas créer tes textes et tu vas dire ok, tel texte, j'ai envie de le publier tel jour, et ainsi de suite. Et un peu comme Buffer, en fait, ça c'était une des premières automatisations que j'ai mis en place. Mais d'ailleurs, c'est l'automatisation sur laquelle j'ai pris conscience que Zapier plus Airtable a du sens, et c'est très fort. C'était pour faire un clone de Buffer. C'est-à-dire que c'était quand j'étais sur Empathy, donc ma boîte d'avant, et typiquement je voulais passer beaucoup de temps sur la pédagogie et le contenu, je voulais pas passer de temps sur l'administratif ou la com et ainsi de suite, et je voulais automatiser mes process, mais j'avais pas pour autant envie de payer pour 10 000 outils SaaS, et je me suis dit tiens, je commence à toucher un peu à Zapier Airtable, voyons ce qu'on peut faire avec, et là je me suis dit ok, comment je peux automatiser ma communication, et en fait j'ai réussi à vraiment recréer un clone de Buffer, juste avec ces deux outils, sauf que la grosse différence entre guillemets avec Buffer, c'est que les fonctionnalités payantes que proposait Buffer, moi j'étais capable de réussir à les faire directement avec Zapier Airtable. Fallait que je paie quand même pour Zapier, parce que sinon t'étais très limité. Tu peux expliquer rapidement juste qu'est-ce que ça faisait concrètement ? Qu'est-ce que ça faisait ? En gros, tout le monde ne connaît pas Buffer. Donc effectivement, Buffer, c'est un outil qui permet de programmer à l'avance des posts sur les réseaux sociaux. Donc quand tu es community manager, par exemple, tu peux passer une journée en début de mois sur Buffer et tu vas préparer 20 à 30 posts sur LinkedIn, sur Facebook, sur Twitter, qui vont faire de la com automatique durant tout le mois. Donc c'est pas du contenu très spontané, mais quand tu as une liste d'articles qui a été écrit que tu veux programmer à l'avance, tu le fais une fois et après tu peux passer à autre chose, et tu sais que la communication va se faire automatiquement sur les 3 prochaines semaines. Et du coup je me suis dit ok, comment je peux faire ça avec ces outils-là, et en fait j'ai utilisé Airtable comme dashboard de post, en fait. Donc j'avais un tableau où j'écrivais tous mes posts, je détaillais aussi, voici le contenu du post, voici le réseau sur lequel j'ai envie qu'il soit publié, que ce soit 1 Twitter, soit 2 Facebook, LinkedIn, voici la date de publication que j'ai envie, voici le lien à partager en plus, ainsi de suite. Donc je détaille en fait tout le contenu du post et les modalités de publication. Et après derrière, en fait, j'avais une automatisation Zapier qui venait vérifier à chaque fois qu'il y avait toutes les heures, à chaque fois qu'il y avait un nouveau post à publier, et
il vérifiait toute ma table, et dès qu'il en trouvait un qui correspondait à l'heure actuelle, il le prenait et boum, il le publiait automatiquement sur le réseau en question, en fait. Et je l'ai pas beaucoup utilisé parce que je me suis pas investi non plus que ça dans la com, mais techniquement ça marchait. J'ai passé 2 jours à faire ça, mais j'étais très content d'avoir pu réussir à mettre ça en place et de se dire ah ouais, c'est quand même des choses où tu te dis aujourd'hui il y a des business qui se montent sur du logiciel, qui font des levées de fonds et tout, et là tu te dis je commence à recréer 60-70% de la value proposition d'une boîte où tu as quand même 100 personnes qui ont levé plusieurs millions d'euros et ainsi de suite, juste avec 2 outils no-code dans ma chambre, et ça m'a pris 2 jours, tu vois. Et ouais, là tu prends du recul, tu fais il faut se poser des questions, quoi. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Donc je pense qu'il y a un vrai tournant au niveau de l'évolution du SaaS et du logiciel en ce moment, et qui va évoluer de plus en plus avec l'évangélisation du no-code. Donc ça va être très très intéressant à regarder. Justement, qu'est-ce que c'est ta vision un peu du no-code pour les 5 prochaines années, on va dire? Je pense qu'il y a des business où on va se rendre compte de plus en plus que t'as plus forcément besoin d'avoir 10 logiciels en parallèle que tu utilises, tu vois. Sauf que sur les 10 logiciels, enfin tous les logiciels que tu utilises à quoi? 10, 20, 30%, tu vois. Pourtant, en général, tu paies pour chaque logiciel. Et bref, à chaque fois, c'est un outil différent. Donc, il faut se reformer. Quand tu as des recrutements, il faut reformer les nouvelles personnes que tu recrutes dessus. Et je pense qu'on va arriver de plus en plus dans une dynamique où je monte un business et en fait, je vais utiliser 3-4 outils qui vont être spécialisés, pas dans une verticale métier, mais dans plus une tâche technique. Un peu ce qu'on appelle dans le développement une stack, tu vois. Et je vois bien que demain, on va avoir Airtable, ça va permettre de gérer la partie base de données d'un business, Zapier, la partie algorithmique d'un business, Webflow, la partie front d'un business, Retool, la partie interface. C'est drôle que tu dis ça, je t'interromps, pardon. Mais parce que le CEO de Zapier, je crois il y a quelques semaines, quand on était à la No Code Conf, il a tweeté genre qui a besoin d'AWS, donc Amazon Web Services, ce sur quoi repose un peu tout le code du monde 80% des sites web et il disait pour qui a besoin d'AWS quand vous pouvez avoir AWZ, et quand il disait AWZ, c'est A Airtable, W Webflow et Z Zapier. Ah, c'est bien. Bah voilà, et c'est ça. C'était vraiment ce concept de stack. Moi, je trouve qu'il y a un truc hyper intéressant autour de stack no-code. Pour moi, on va partir là-dessus. En fait, là où aujourd'hui tu développes tu vois, quand t'es dev, tu te dis, moi, la stack que j'utilise, c'est, bon là, je vais utiliser des termes qui sont pas connus, mais par exemple, pour le front, tu vas utiliser React, pour la base de données, tu vas utiliser MongoDB, pour le back-end, tu vas utiliser Express, qui sont des stacks classiques qu'on va développer des applications et des sites web. Et clairement, pour moi, demain, on va arriver sur du encore plus haut niveau. Et là, ce haut niveau, c'est on arrête de coder avec du texte mais avec des interfaces visuelles, et tu vas avoir la même chose. Le MongoDB, ça va passer à du Airtable, de l'Express ou des frameworks pour facilement gérer une application, une logique métier, ça va être du Zapier. Là où on utilisait React avant pour développer des interfaces, ça pourra très bien passer sur Webflow ou Retool, et du coup c'est génial parce que Webflow utilise React, donc en fait c'est encore un autre niveau de l'usage de React. Donc ouais, clairement pour moi ça m'étonne pas qu'on va partir de plus en plus là-dedans, et je trouve ça fascinant parce que je pense qu'il va, pour le coup par contre, c'est quand on va arriver là-dessus, ça m'étonnerait pas qu'il y ait vraiment un shift d'un point de vue business, parce que là on dépasse quand même une certaine étape, c'est-à-dire que depuis 20 ans dans Internet, les langages évoluent, mais la syntaxe des langages restait quand même la même, c'est-à-dire qu'à chaque fois c'était des langages écrits qui évoluaient pour écrire du code, pour faire des applications. Là il faut quand même se dire que si on passe ce gap-là, c'est même plus t'as besoin de connaître du texte ou d'écrire du texte pour automatiser des choses, vraiment juste lire en fait un truc qui dit voilà, utilise tel bloc et ainsi de suite. T'auras plus besoin justement de coder, d'encoder du texte et écrire des codes sources. Exactement. Tu auras besoin de faire de la programmation visuelle. Complètement. Et qui sera du coup accessible à tellement plus de personnes, et ça sera encore plus simple aux personnes de se former. Par contre, je pense que la force qu'ont les développeurs, et à mon avis, je m'inquiète pas pour les développeurs, parce que même dans l'évolution du no-code,
j'en suis l'exemple concret, il y aura toujours du taf. Il y aura toujours besoin de développeurs pour développer les outils no-code. Alors déjà, effectivement, il y aura toujours besoin de développeurs pour les outils no-code. Tu auras toujours besoin de développeurs pour faire du sur-mesure, parce que le no-code permet d'aller vite sur certains aspects, il y en a d'autres où il reste limité. Et c'est là où moi, j'ai une vraie valeur ajoutée, c'est que j'arrive à proposer le bon compromis entre les deux mondes, donc 80% en général no-code et 20% code, pour vraiment répondre aux problématiques et aux besoins métiers. Et aussi, ce qui reste super important, c'est qu'au final, ce qui va rester, et qui est quand même le cœur, j'estime, du métier de dev, c'est l'architecture logicielle, en fait. C'est comment tu penses un logiciel, comment tu penses à concevoir des algorithmes, des fonctions, comment tu anticipes l'usage futur, donc tu réduis la dette technique. Vois, même ça, c'est l'architecture, elle va prendre, c'est pareil, si on dézoome, on va faire de l'architecture de service, c'est-à-dire comment tu combines vraiment ce que tu fais, comment tu combines Zapier, Airtable, etc. Tu vas faire cette architecture-là aussi, et elle sera une couche au-dessus que l'architecture technique. Complètement. Mais pour autant, tu vois, je sais ce que je fais aujourd'hui. J'y arrive parce que j'ai cette expérience de dev, tu vois. Si j'avais pas appris à coder avant, je pense pas que je pourrais faire ce que je fais aujourd'hui parce que j'aurais pas du tout le même de pensée. Là, j'ai une logique métier qui me permet de penser une app à une logique applicative. Après, c'est juste qu'au lieu de la traduire avec du JavaScript et des frameworks code natifs, je la traduis avec Zapier, Airtable et ainsi de suite. Encore une fois, c'est un nouveau type de langage. Mais la logique de comment tu conçois un logiciel, parce que c'est ça au final, c'est concevoir des logiciels pour répondre à des besoins très spécifiques, elle reste la même. C'est plus les moyens qui sont différents. Mais je pense que... je vois ce que tu veux dire, puisque c'est le parcours que tu as eu. Et moi, j'ai l'impression que du coup, l'inverse est vrai aussi. C'est-à-dire que tu peux apprendre cette logique avec les outils no-code. Clairement, ça va être beaucoup plus simple d'apprendre cette logique-là avec les outils no-code. Des gens qui, derrière, deviendraient dev, s'ils avaient déjà compris toute cette logique, cette architecture, comprendre ne serait-ce que l'architecture client-serveur, par exemple, sur laquelle repose Internet, et que du coup, dont tu as bien besoin pour comprendre comment Zapier fonctionne par rapport à Airtable, etc. Complètement. Tu peux l'appréhender plus facilement avec un niveau d'abstraction au-dessus, justement avec ces outils no-code. Donc, c'est clair. Donc c'est intéressant. C'est intéressant de voir comment les parcours amènent à c'est sûr, mais c'est quand même beau de se dire que demain, c'est pas que le développeur sera plus roi, mais c'est que la dimension technique d'Internet sera tellement plus accessible et que les gens seront de plus en plus en moyen de répondre eux-mêmes à leurs propres problématiques plutôt que de dépendre d'un dev ou d'une agence et ainsi de suite. Et donc d'avoir des coûts de développement, d'avoir des coûts de gestion, puis des coûts de maintenance aussi, parce que c'est ça aussi qui est coûteux. C'est pas juste de développer une app ou un produit, c'est faut qu'il y ait quelqu'un qui continue à le fasse vivre, à le faire nourrir, à le maintenir. Et quand tu te dis que demain, et tu pourras le construire toi-même, et tu pourras le faire évoluer en fonction de tes besoins, tu vas avancer tellement plus vite en fait dans tes projets. Bon, encore une fois, ça dépend de l'ambition que tu as dans tes projets. Et il y a un moment où quand tu as quelque chose de très technique, il faudra passer par de la technique, c'est sûr. Mais c'est juste que tu as un compromis et tu as un parcours pour arriver là qui est beaucoup plus simple d'entrée. Là où avant, tu étais quand même, par exemple, je vais me former sur le code, je vais me casser la tête pendant quelques mois et je vais coder mon app et on verra si ça marche. Et en général, la plupart des choses que tu veux faire et qui sont les raisons pour lesquelles tu as envie d'apprendre à coder, aujourd'hui, tu peux très facilement les faire, typiquement avec Bubble pour la conception d'une app ou sur de l'outil interne. Voilà, Zapier, Airtable, ça fait très très bien le taf. À mon avis, en se formant pendant quelques mois aux outils que tu as mentionnés ou à Bubble, tu fais des choses beaucoup plus avancées qu'après quelques mois de formation au code, quoi. Ah, c'est sûr. Ah non, c'est sûr. T'apprends plus vite. Tu testes plus vite. Et même, tout dépend encore une fois de la complexité de ton app, mais juste d'un point de vue agile et d'itération, c'est beaucoup. Quand tu veux tester quelque chose et que tu veux le faire évoluer, tu le fais évoluer beaucoup plus vite sur un outil no-code que sur un outil avec code, en fait. Parce que t'as beaucoup moins de choses à gérer, serveur et ainsi de suite, admin system, alors que le no-code sera un peu plus coûteux dans le sens où ça reste des logiciels SaaS pour lesquels tu dois payer en fonction de l'usage, alors que là, l'avantage, quand tu sais coder, t'as pas besoin de payer pour quoi que ce soit, t'as juste besoin d'un éditeur de texte et de tes mains. Mais par contre, c'est clair que le résultat est au rendez-vous beaucoup plus rapidement et la capacité de faire évoluer ce résultat est aussi beaucoup plus rapide. Et ouais, ça c'est vraiment trop bien. Ouais, écoute, je suis tout à fait d'accord. J'ai une dernière question qu'on pose à tout... Ah non, j'ai deux questions. Voilà, comme ça on va faire ça bien quand même.
Une première question, c'est est-ce que tu as des conseils pour des gens qui se lancent un peu dans tout ça? Qui se lancent dans du no-code, qui veulent tester un peu surtout les outils. dans l'automatisation, je sais pas. Dans l'automatisation, si, en fait c'est très basique, mais juste essayer déjà de le faire par vous-même. Genre, c'est impressionnant le nombre de personnes qui se rendent pas compte qu'ils sont à peu de choses de pouvoir résoudre le problème par eux-mêmes en fait. Et sur des problématiques où tu veux automatiser quelque chose maintenant, typiquement c'est ce que annonçait Zapier, ils vont aller de plus en plus dans l'éducation, donc de rendre leur technologie de plus en plus accessible. Donc pour moi l'idée c'est quand même que tu restes autonome sur ces usages-là. Et c'est vrai que restez curieux, allez toujours passer minimum une demi-heure soi-même sur Google, sur des forums pour trouver la solution par toi-même, parce que tu gagneras beaucoup plus vite en compétences. Et c'est la satisfaction de se dire que tu avais un problème, tu l'as résolu par toi-même, par ta persévérance, par ta curiosité. C'est quand même très très agréable. Donc... Et puis il faut essayer, comme tu disais au début. Ouais. Je pense que ça, vraiment le bon conseil, c'est vraiment d'essayer, quitte à se planter. C'est pas grave, de toute façon on va pas casser Internet, surtout avec ces outils-là, quoi. Puis, pour moi, et puis tu vas pas... Tu te plantes pas à partir du moment où tu apprends quelque chose en fait. Et donc si c'est compliqué ou que ça prend du temps, ça viendra. Encore une fois, ça dépend de la complexité de la problématique. Mais ouais, je pense que être son propre client, c'est-à-dire résoudre ses propres besoins. Donc si tu veux apprendre à faire de l'automatisation, essaye de te dire, ok, j'ai des cas concrets, ne serait-ce que pour moi dans ma boîte où ça pourrait apporter de la valeur, ou d'un point de vue business et ainsi de suite. Essaye de répondre toi-même à tes propres problématiques et creuse et va chercher par toi-même. L'avantage, c'est que si tu prends une problématique qui est cœur dans ce que tu fais au quotidien, la motivation elle va exploser, parce que tu sais très bien que si tu réussis cette démarche d'automatiser ou de répondre à ton problème via des outils no-code, ça va te faire gagner un temps fou derrière. Donc ouais, choisis une problématique que toi tu rencontres au quotidien et c'est con, mais utilise Google à essayer de chercher. Il y a beaucoup de choses sur les forums de plus en plus. Et après, il y a de plus en plus d'acteurs comme nous, que ce soit le Essentiel ou le Contournement, qui sommes là également pour les épauler. Donc voilà. Et puis, ouais, en termes d'outils purs, je prêche quand même ma paroisse, mais Zapier, c'est relativement simple d'accès, même si je trouve ça un peu dommage que la version gratuite, ça a quand même relativement limité, où tu puisses faire que l'équivalent de FTTT, une action et ensuite une action après. Déclencheur et une action. Ouais. Une déclencheur et une action. Mais ils ont revu leur pricing, je crois que maintenant c'est minimum 10 € par mois et pas 20 comme avant. Donc ok. Donc du coup c'est plus accessible. Et sinon, puis sinon si tu utilises Excel, regarde Airtable et puis il va changer. Très bon conseil aussi. Dernière question qu'on pose à tous les gens qui passent par le podcast. Ouais. Est-ce que tu as un side project? Si tu n'en as pas, qu'est-ce que ça serait? Si tu devais construire quelque chose qui pourrait être, je sais pas, une muse, c'est un peu le terme à la mode, ou avec les outils no-code, je veux dire. Qu'est-ce que tu créerais Alors alors quelque chose que j'aimerais beaucoup faire plus tard, c'est comment est-ce que tu peux les utiliser pour, par exemple, mieux contrôler un peu ton impact environnemental ou ta vie au quotidien en fait. Moi, j'adorerais avoir un système où, par exemple, j'ai une table dans Airtable où je peux indiquer qu'est-ce que j'ai dans mon frigo. Et en fonction de ça, je vais avoir un bouton qui va me générer une recette, en fait, ou qui va m'indiquer la bonne recette en fonction de ce qui me reste dans mon frigo. C'est des trucs tout cons, en fait, de la vie quotidienne. Mais je sais que techniquement, je pourrais mettre ça en place juste en utilisant du Zapier et Airtable. Et je pense que plus tard, c'est vraiment quelque chose que sur lequel j'aurais envie de m'investir plus. C'est comment est-ce que ces outils-là, t'arrives à les sortir du domaine pro et à les amener dans le domaine perso, mais pas en mode gadget, vraiment en te simplifiant en fait la vie au quotidien. Et là, je pense qu'il y a des vrais trucs à craquer, et la beauté de la chose, c'est que du coup, on peut tester en fait tellement plus vite avec les outils no-code. Donc déjà rien que cette application de génération de recettes en fonction de ce qui reste dans ton frigo, si j'arrive à faire un truc qui tient la route, je serais très content. Ouais. Ok, cool. Je pense qu'il y a pas mal de gens à qui ça pourrait servir, donc si tu le fais, tu nous diras. Je ferai un blog post sur le sujet.
Avec plaisir. Bon, bah écoute, merci beaucoup pour ton temps. Et, merci à toi, Alexis. Où est-ce que les gens peuvent te retrouver s'ils veulent te suivre me retrouver, je ne suis pas du tout actif sur Twitter ni sur LinkedIn. Moi, en général, j'aime bien passer sous les radars. Essentiel.io, donc mon site web. Après, vraiment me suivre, je dirais m'ajouter sur LinkedIn ou suivre la page essentiel.io sur LinkedIn. Et sinon, mon mail il est sur mon LinkedIn, donc les gens pourront facilement me retrouver. Ok, super. Voilà. Merci beaucoup. Merci à toi, Alexis. Salut.